Dépendance aux technologies américaines, peut-on en sortir? C'est notre série Smart Tech du mois d'avril. On est dans l'épisode 5, on va s'intéresser aux technologies dans la défense avec Brian Calafatian. Bonjour Brian, à distance Bonjour. avec nous, chercheur, chargé d'études doctorant à l'Institut d'études de stratégie et de défense, qui est un centre de recherche universitaire de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Et puis en plateau, avec moi, Thierry-Paul Valette, bonjour. Bonjour. Citoyen engagé politiquement, candidat aux européennes notamment, cofondateur d'un think tank, le Centre européen de sécurité et de stratégie. Exactement. Bienvenue à tous les deux. On va commencer par bien cerner notre sujet. On a l'Union européenne qui cherche évidemment à réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis en matière de défense. Qu'est-ce que ça veut dire en matière de technologie? Alors l'OTAN a identifié 4 domaines spécifiquement, mais je vous propose qu'on se concentre, nous, ici, ensemble, sur cette partie qu'on nomme ISR, donc renseignement, surveillance et reconnaissance, qui est assez essentielle, je dois dire, pour mener toute opération militaire. Alors, peut-être qu'on peut démarrer ensemble, Brian, sur notre niveau de dépendance, ou même encore, comment est née notre dépendance aux États-Unis en matière de cette ISR, en matière de surveillance, de renseignement, de drones, de satellites. Comment tout ça est arrivé? Bien sûr. Alors, d'une manière générale, c'est vrai que la question de la dépendance stratégique par rapport à des capacités américaines est née au cours de la guerre froide, en réalité, par les partenariats qui ont pu être conçus à ce moment précis. Euh, pour reprendre des chiffres du CIPRI, donc il y a un centre très sérieux donc qui s'intéresse à toutes les politiques d'exportation d'armement. Au niveau mondial, les États-Unis ont un réseau de 107 États avec qui ils partagent, ils vendent des capacités majeures, donc des chars, des avions ou encore des capacités satellitaires, par exemple. Au niveau de l'Union des États européens, donc, qui font partie de l'OTAN, je tiens à l'indiquer, les États-Unis représentent 64% des importations. Et le deuxième État qui arrive en termes d'importation, c'est la France, avec 6,5% des importations. Donc c'est un gap qui est assez important. Alors pour arriver au niveau français, cette fois-ci, on voit qu'il y a un changement de paradigme un peu assez important, puisque la France, dans le cadre de ses importations, perçoit 38% de capacité du Royaume-Uni contre 20% en 2023 de la part des États-Unis. Alors, comment est-ce que tout ça est né? C'est une volonté des États-Unis, notamment à partir de la fin de la guerre froide, de réallouer leurs capacités, notamment vers des États qui seraient potentiellement intéressés par des garanties de sécurité communes, donc notamment en Europe. On perçoit cette fois-ci, notamment sur les pourtours de l'Est, en Pologne par exemple, là où cet intérêt pourrait être intéressant pour des États qui n'ont pas forcément les capacités de développer en propre toute la chaîne de production et d'utilisation, que ce soit de l'avionique ou encore des navires de combat. Donc Alors, c'est un échange en fait technologie contre protection. Bon, ça c'est ce que vous nous rappelez. Quand vous parlez de la guerre froide, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement spécifique au niveau du sujet qui nous intéresse en matière de renseignement sur les satellites, sujet que vous connaissez bien? bien sûr. Alors, c'est vrai que quand on parle de défense, on peut parler de capacités qui sont civiles ou militaires. Là, c'est vrai que dans le cadre de mes recherches, je me suis plutôt intéressé aux capacités qui sont passées dans le civil. Donc, à la fin de la guerre froide, on a tout un ensemble de capacités qui étaient auparavant classifiées, donc qui appartenaient au domaine de la défense, et qui ont dû être réallouées donc dans le cadre d'un nouvel ordre qui a été créé, un ordre qui était économique cette fois-ci, avec la fin du système de blocs. Les États-Unis, assez simplement, se sont rendus compte que le meilleur moyen de peser justement sur la scène internationale, c'était de créer des partenariats économiques en proposant des capacités clés en main à des États. Alors dans le domaine de l'ISR particulièrement, parce que c'est l'un des premiers domaines qui a été touché justement par cette réallocation des capacités, les États-Unis ont permis la création d'entreprises comme Digital Globe, qui deviendra Maxar, avec un contrôle toujours de l'État. Donc c'est-à-dire que l'État américain, sous enquête du département du commerce, notamment du FBI, permettait l'utilisation par des entreprises commerciales de capacités autrefois militaires
et l'exportation de données, la captation de données. Alors, il faut savoir que les États-Unis, quand ils font ça, Effectivement, on va y revenir à cette question de l'arrivée en fait d'acteurs privés dans un domaine régalien. Je vais donner la parole aussi à Thierry Paul qui est avec nous en plateau. Vous avez créé ce think tank récemment, le Centre européen de sécurité et de stratégie. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Europe elle est en danger et elle doit faire face à des menaces. Nous sommes dans le cadre de guerre hybride et puis il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a accéléré vraiment ce processus et une guerre de haute intensité sur le sol européen, ce qu'on n'avait pas vu depuis des dizaines d'années. Et puis nous sommes à l'ère des technologies avec le numérique et bien évidemment tout le renseignement militaire et toutes les forces de frappe passent par des serveurs et l'Europe a un train et pas que de retard par rapport notamment aux États-Unis. Donc il faut agir et il faut surtout réagir. Et l'Europe est en manque justement d'action, d'idées, de think tanks, de structures qui peuvent justement faire le lien entre la société civile, les politiques, l'Union européenne. Donc il était important pour moi, avec le parcours que j'ai eu, de militants engagés sur le terrain, qui me suis investi aussi sur le champ politique en allant aux élections européennes. Et j'ai pris conscience justement de cette importance-là, de ce déficit-là. Alors, qu'est-ce qui pose problème si on parle justement des moyens de recueil de données de surveillance et de reconnaissance, c'est-à-dire tous ces outils dont on entend beaucoup parler, radars, satellites d'observation, tous ces moyens spatiaux, en fait, tels que les satellites aujourd'hui, ils jouent un rôle essentiel. C'est là où le bas blesse en particulier ? Bien sûr, parce que finalement, c'est l'ensemble des données qui transitent par le numérique, par les câbles serveurs. Et finalement, les États-Unis ont la main mise. Parce qu'ils ont une avance technologique que nous, Européens, nous n'avons pas. Et la grosse problématique, c'est au niveau du cloud, de tout ce qui permet de garder et de gérer, d'analyser l'ensemble des données. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle le Cloud Act, ce qui leur permet finalement de pouvoir utiliser les données de l'Europe. Parce que malheureusement, l'Europe, aujourd'hui, n'est qu'un sous-traitant. C'est-à-dire que pour la partie des logiciels, pour la partie des différents programmes que l'on utilise pour le renseignement militaire dans le cadre de diverses menaces, la technologie dépend beaucoup de programmes américains et l'Europe est à la traîne de ce côté-là. Alors il y a beaucoup, bien sûr, beaucoup de programmes qui sont pensé, mis en avant, mais malheureusement, le retard, il est vraiment considérable. Et cette notion de cloud, de transfert des données, c'est vraiment une notion de sécurité importante, un enjeu fondamental pour l'Europe. Parce que finalement, à partir du moment où on ne maîtrise pas nos données militaires, des données strictement confidentielles, c'est une menace réelle. Et donc, l'Europe est en train de créer et d'améliorer son cloud à elle, de mettre en place de nouveaux serveurs et des investissements. Des investissements, voilà. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, c'est pas avant 2030, ça se chiffre, alors le budget actuel c'est environ 300 milliards par an, mais c'est pas aussi suffisant. Il faut vraiment que l'Europe se recentre, il faut que l'Europe se donne les moyens dans la tech, dans de nouvelles start-up et soit à la hauteur des défis qui l'attendent. Alors, pour revenir sur le domaine du spatial, ce que vous évoquiez tout à l'heure, justement, Brian, c'était l'arrivée du secteur du renseignement commercial, en fait. Alors, j'ai noté que ça pouvait représenter, évidemment, un risque, puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, les adversaires peuvent venir de toutes parts, puisque les entreprises du privé ne sont pas soumises à des règles d'État ou régaliennes. Mais ça peut être aussi une opportunité. Enfin, on voit que la question du coût a été centrale. Totalement. Alors c'est vrai que pour le cas des États-Unis particulièrement, quand même, il y a toujours un contrôle de l'État qui est assez fort. C'est-à-dire que le gouvernement américain reste conscient que l'entreprise sert avant tout l'effort général de la structure et donc sert au niveau des exportations notamment à entretenir des liens forts, des liens qui peuvent peser parfois sur un départ stratégique d'États qui sont partenaires. Alors
c'est aussi une opportunité, en effet. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été compris assez rapidement dès la fin de la guerre froide, on en parlait tout à l'heure. Justement, cette opportunité de pouvoir décentraliser un peu la demande en évitant de faire peser un poids sur la structure étatique, une structure étatique qui est quand même facilement mise à mal aux États-Unis par des organismes de contrôle et des systèmes d'enquête. C'est une opportunité aussi pour un peu essayer de changer les règles. On l'a vu très récemment avec le domaine de la communication cette fois-ci. Starlink, c'est en réalité le fait de donner des grandes échéances à des entreprises pour aller plus vite sur des programmes d'indépendance ou des programmes capacitaires centraux. Mais ce secteur commercial, en revanche, n'est pas si développé au niveau européen. C'est pas réellement l'ambition de l'Europe, l'ambition de l'Union européenne également, parce que quand on parle aussi d'industrie, on parle avant tout de l'Union européenne. C'est dans ses compétences en tout cas. Le rôle de l'Europe, des États européens, quand on les prend en tant que tels, c'est de fournir une indépendance stratégique et après de permettre l'ouverture vers des marchés. Alors ça dépend à quel niveau on se place. Si on se place au niveau de la France, il y a toute la volonté de créer une indépendance stratégique. C'est notamment pour cela qu'on a créé un programme spatial. C'est aussi pour pouvoir permettre un programme nucléaire à côté. Si on se place au niveau de l'Union européenne, les programmes de géolocalisation de type Galileo permettent l'indépendance face aux grands acteurs, qu'ils soient américains, russes ou chinois, tout en ouvrant vers le marché. Alors, l'ambition première de ces grands programmes n'est pas d'être forcément compétitif par rapport à d'autres offres, notamment aux États-Unis. D'accord. Je voulais aussi vous lancer, parce que je vois que le temps file très très vite, sur la question de la décision quand on est sur le terrain opérationnel, militaire, c'est stratégique. Et aujourd'hui, l'outil par excellence, visiblement, d'aide à la décision, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que ça fait partie des technologies sur lesquelles vous allez travailler ? Bien entendu, parce que finalement, l'intelligence artificielle, on peut considérer ça comme une révolution majeure, comme le fut en son temps l'imprimerie avec Gutenberg. Et puis maintenant, toutes les données, tous les logiciels, toute cette partie technologique va être soumise à l'intelligence artificielle. Alors, tout à l'heure, monsieur parlait de Starlink. Starlink, c'est quand même la mainmise sur les constellations satellitaires. Et on le voit bien dans le cadre du conflit en Ukraine, il y a un seul homme aujourd'hui qui s'appelle Elon Musk et qui peut décider de couper tout l'ensemble des données. C'est pour ça que l'Europe, justement, alors il y a des programmes qui sont mis en place, il y a Helios pour la France, il y a Iris 2 par exemple pour l'Europe, mais qui ne sera opérationnel qu'à partir de 2034 à peu près, pleinement opérationnel. Donc vraiment il y a un retard qui est considérable et l'intelligence artificielle, elle est majeure. Pourquoi elle est majeure ? Parce que dans le cadre de la défense, par exemple, on va utiliser les drones. Alors, les drones... les drones autonomes, notamment. Des drones autonomes. Oui. Alors, ça peut être des drones qui font 200 kilos, puis qui peuvent aller à plusieurs dizaines de tonnes, ce qui est considérable. Et aujourd'hui, notre capacité, par exemple, au niveau des avions, donc le Rafale pour la France, le Typhoon Fighter pour l'Espagne et l'Allemagne, doit avoir cette capacité à pouvoir aussi, dans un clou de défense, agir et piloter tous ces drones. Et justement, l'intelligence artificielle, elle l'aide, elle est importante, elle est nécessaire. Et c'est pour ça que je le dis, il faut un cloud militaire et il faut que l'Europe maîtrise à nouveau son cloud. Alors on est en retard sur beaucoup de choses. Par exemple, on utilise le GPS, mais le GPS, c'est une technologie américaine. On dépend de tellement de choses par rapport à... On a la version européenne. Hein, oui, Galileo, avec Galileo, exactement. Mais c'est aussi aux citoyens d'avoir conscience de ces enjeux-là et de s'orienter aussi, eux, personnellement, vers ces outils aussi de communication technologique. Il faut sensibiliser le citoyen, c'est ça. C'est important, bien sûr. L'intelligence artificielle, Breya, ça fait partie de vos sujets de recherche aujourd'hui ou ça vous semble un sujet anecdotique parmi d'autres dans le sujet de la défense? C'est pas réellement anecdotique puisque la question de la donnée, et M. Vaette l'indiquait tout à l'heure, la question de la donnée est centrale quand on parle de spatial. En réalité, on ne prend plus réellement des images. Aujourd'hui, on prend des données, des courbes, des changements de perception qui sont importants. Et l'intelligence artificielle permet d'analyser rapidement toutes ces données qui sont captées en permanence par des constellations, par des satellites qui sont un peu plus isolés. La stratégie spatiale française de défense,
donc qui a à peu près créé le CDE, on va dire, s'intéresse justement à ce rôle de l'intelligence artificielle et parle justement d'une utilisation, de la création d'un système d'intelligence artificielle. La réalité, du moins ce que l'on perçoit dans le cadre de la communication publique, c'est que ces programmes pourraient tendre à éventuellement avoir un peu de retard, ou du moins à pas être forcément mis en avant. Donc ça sera quelque chose à suivre, mais c'est forcément central. Dans votre projet de recherche, vous vous intéressez justement au retour de l'affrontement de haute intensité. Vous êtes plutôt optimiste ou pour l'Europe? Quelle est votre position là-dessus? Alors, ce qui manque réellement en Europe, c'est d'un point de vue convergent, on va dire, qui est notamment dû à ce dont on parlait, c'est-à-dire les exportations américaines pour la création de grands projets. Lorsqu'on peut acheter pour peu cher des capacités clés en main, pourquoi les développer en propre? C'est là toute la stratégie américaine. Donc à ce niveau-là, au niveau industriel, ça risque d'être un peu compliqué. Donc il faudra aller vraiment vers des programmes bipartites pour conduire des projets. Si on parle réellement d'un retour du conflit de haute intensité, c'est un peu dur à vraiment prévoir. Il y a quelque chose qui marche très bien en France, c'est la dissuasion nucléaire et qui justement pourrait nous permettre de garantir face à des ennemis symétriques une certaine garantie de sûreté. Là-dessus, Thierry Pauwels, comment vous voyez les choses là pour les prochains mois, prochaines années? Il ne faut pas raisonner en termes de prochains mois. C'est vraiment trop court. Il faut vraiment se projeter, mais ça, c'est aussi des, finalement, volontés politiques européennes, avec une capacité entre tous les États membres à se réunir autour de projets qui sont ambitieux. Alors, on a quand même la chance d'avoir le projet Gaia-X, d'avoir le projet bleu aussi. On a pris conscience, depuis notamment le conflit de haute intensité en Ukraine, des enjeux primordiaux. Et puis, nous sommes face à des menaces hybrides. Il y a l'ingérence étrangère par rapport à la Russie. L'information. Voilà, l'information. Ouais. Et ce qui est terrible, et comme le rappelait Brian, c'est que maintenant, finalement, toutes ces données sécuritaires, avec tous ces enjeux de sécurité, dépendent de codes sources, dépendent de câbles, de programmes informatiques. Et on s'est trop longtemps reposé d'un point de vue technologique sur les États-Unis qui, eux, ont pris le monopole avec des programmes comme Palantir, avec des programmes comme Azure, AWS, et voilà. Merci beaucoup à tous les deux, Thierry Pauwels et Brian Kalafatian, d'avoir été avec moi sur ce sujet.